Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va essayer de faire le point sur un métier, des classes de population qui ne font plus rêver. Je parle des cadres et en particulier des ingénieurs. Oui, j'ai vu ça. Et j'ai vu ça quand j'ai lu l'excellent livre de Thomas Porcher qui s'appelle Les déclassés et où curieusement, on parle aussi des cadres puisqu'on parle de 4 catégories qui se déclassent progressivement, les cultivateurs, les agriculteurs, les banlieusards, hein, les cadres, c'est surprenant, hein, et puis les gilets jaunes, qui sont les gens sur les territoires, entre parenthèses, hors grande ville. Et aujourd'hui, je voulais faire le point sur les ingénieurs parce que ça peut servir d'avoir une vue, disons, générale, hein, quand on n'en dispose pas ailleurs, parce que j'ai rencontré parmi, entre autres, d'anciens élèves, mais aussi parmi des gens que je côtoie qui ne sont pas d'anciens élèves, des élèves qui avaient été bons et qui sont devenus ingénieurs et qui ont changé progressivement de métier, comme le dit Thomas Porcher avec ses étudiants. C'est pas étonnant puisque moi j'enseignais depuis une quarantaine d'années et donc j'ai eu l'occasion de voir passer des élèves qui ont changé radicalement de leur fusil d'épaule. Et c'est quelque chose dont on a vu vent et qu'on avait senti ici à la campagne parce que parfois il nous arrive de sentir des choses sans pour autant qu'on puisse les exprimer clairement. Et Thomas Porcher les présente très clairement, et c'est l'avantage de ce livre, hein, Les déclassés, je ne suis pas là pour vendre du produit dérivé, c'est l'avantage de ce livre qui nous montre très bien qu'en fait, il existe une population de cadres, même de cadres et particulièrement d'ingénieurs, alors là, ingénieurs, c'est moi qui le dis, qui sont déclassés tout simplement. Et pourquoi sont-ils déclassés? Parce qu'on pourrait s'attendre à ce que des gens qui ont fait des études quand même assez soutenues soient quand même relativement protégés. Alors c'est vrai qu'ils sont plus protégés que la moyenne, mais c'est vrai qu'ils sont déclassés. Alors il y a beaucoup de raisons pour ça, et d'abord je crois qu'il faudrait ne pas commettre l'erreur de mettre tous les ingénieurs dans le même panier. Il existe deux grandes sortes d'ingénieurs, les ingénieurs qu'on peut appeler les ingénieurs des écoles prestigieuses, hein, je crois que c'est la catégorie A, et puis les ingénieurs qu'on pourrait appeler les ingénieurs plus basiques, qui sont le reste. Alors bien entendu, si tu sors de Polytechnique, de Centrale ou de Mines, tu peux prétendre à avoir encore des avantages, bien que j'ai vu une fois, j'ai entendu parler d'un ingénieur de Centrale qui était à 2200 € net en Espagne, simplement parce qu'il voulait vivre une vie différente et suivre sa femme. Encore une fois, une alternative à la situation. Et le principe, donc, une fois qu'on a établi la différence entre ces ingénieurs des grandes écoles et ces ingénieurs, on va dire un peu moins cotés, d'ailleurs depuis quelques années, quelques décennies, on crée plus d'ingénieurs de moins grande qualité, il n'y a qu'à voir le nombre d'écoles qui se sont créées, eh bien, une des raisons pour cela, c'est tout simplement et on a assisté depuis quelques années à une compétition féroce, hein, dans beaucoup de domaines, dans l'industrie bien entendu, mais aussi dans le domaine de l'ingénierie. Pourquoi? Eh bien parce que je crois que les Indiens et puis que les Chinois, eux deux, proposent sur le marché, on m'a dit, 1 million d'ingénieurs par an, au moins 500 000, et c'est quelque chose d'impressionnant. Alors si tu veux te rendre compte, si tu veux aller voir une série qui est pas mal sur les ingénieurs, particulièrement indiens, eh bien tu peux aller voir la série qui s'appelle Kota Factory sur Netflix. Ils en sont à la saison 3, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui a été tournée par des IIT. IIT, c'est Indian Institute of Technology, qui représente le Graal en Inde et qui prend environ 5250 candidats par an sur 1 million de candidats. Donc on a un taux alors je sais plus, hein, je crois que c'est 0,50 ou 0,30% de réussite, ce qui est très 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 élevé, très 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 faible, hein, un taux de sélection très élevé. Et tu verras dans cette série Kota Factory, Kota c'est une ville qui accueille, c'est la plus grosse ville pour préparer le IIT. Et en fait, ils accueillent, c'est une ville d'étudiants,
Et dans cette série, ils disent que quand tu lances une pierre à Kota, tu as plus de chances de toucher un étudiant que de toucher un chien. Et donc oui, tu pourras voir, en voyant les deux premières saisons au moins, comment fonctionnent ces gens. Et donc là, tu vois que ce sont des gens qui ont l'ANIAC, et ce qui est original avec le IIT, me disait un ami indien, c'est que ça ne touche pas, contrairement à la France, que des gens qui sont des classes supérieures, mais ça touche aussi des gens de classe moyenne qui veulent envoyer leur enfant à IIT et qui font des sacrifices financiers. Ça laisse des séquelles puisque malheureusement seulement 1 sur 200 réussira à avoir le Graal. Cette série est tournée par des gens qui ont le IIT. Le prof de IIT a le IIT et je crois que Mina dans la série a aussi le IIT. Il a changé. S'il est super Mina dans la série, tu peux aller le voir. Il a changé, ça s'appelle Kota Factory, KOTA. Et il a changé pour devenir acteur. Tout ça pour dire qu'en France, eh bien, une des raisons, voilà, c'est qu'il y a des localisations aussi de l'ingénierie et il n'est pas rare de voir qu'on remplace parfois des gens ici par des ingénieurs ailleurs, voire même des ingénieurs qui se déplacent, des Indiens par exemple, qui viennent pour prendre les postes des ingénieurs français. Donc c'était une première raison. La deuxième raison qu'on avait bien cernée ici aussi, c'est que quand on est ingénieur, quand on a fait des études assez sérieuses, l'équivalent de Mathsup, Mathsp, eh bien on essaye d'avoir un minimum de niveau, on a une ouverture sur la vie et on est nécessairement obligé presque de vivre à la ville. Et ça fait qu'on a un niveau de vie qui s'approche de celui finalement de quelqu'un, d'un cadre. Et en fait, ça coûte vite cher. Nous dit-on, ça coûte cher aussi au niveau du loyer et aussi au niveau, bien entendu, de l'immobilier. Donc, pris entre ce qu'on appellerait une toyotisation de la vie, la volonté de presser les cadres comme des citrons et de ne laisser plus que le zeste après, eh bien les cadres pressés, stressés, voyant que en fait, eh bien, ils n'ont pas beaucoup d'avantages par rapport à ce qu'ils font, voyant aussi que leur niveau de vie n'est pas extraordinaire par rapport au temps qu'ils consacrent, venant d'une CSP souvent supérieure, se disent que ça ne vaut moins en moins la peine, d'autant plus qu'on a créé, d'après Thomas Porcher, c'est très intéressant, je te recommande de lire le livre, je lis beaucoup de livres, à peu près 2 à 3 par semaine, mais j'ai pas le temps d'en rendre compte pour tous. Et là, la première partie est très intéressante, après c'est la partie où il dit comment faire pour changer les choses. Donc ce que je veux dire, c'est que tout simplement, dans cette situation, les ingénieurs, eh bien, c'est un métier qui a plus su payer. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il n'est pas rare de voir de ces anciens élèves vouloir devenir menuisier, boulanger, paysagiste, avec des réussites qui sont moyennes parfois. Voilà, c'était un petit clin d'œil sur le fait que le métier de cadre et le métier aussi d'ingénieur particulièrement sont des métiers qui ont fait rêver mais qui feront rêver un peu moins sans doute. J'ai été intéressé de te faire un petit sujet là-dessus. Quand j'étais jeune, eh bien, mes parents rêvaient que je sois ingénieur, je suis devenu enseignant et finalement je ne l'ai pas regretté. J'étais pas trop. À un moment, j'ai réagi, indépendamment du fait que j'étais quand même pas une lumière en maths. J'étais bon, mais pas au point de faire maths sup, maths spé immédiatement. Bien que j'étais très bon en physique. J'ai été coincé une fois parce qu'en terminale C, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que des gens qui étaient finalement des ingénieurs purs potentiels, c'est-à-dire majoritairement des gars et c'est-à-dire majoritairement des types qui se sont fait greffer une calculatrice sur le cerveau. Et j'ai retrouvé un peu ça quand je suis allé voir une fois, il n'y a pas longtemps, dans une boîte d'ingénierie pour demander des renseignements sur les panneaux solaires qu'ils avaient installés sur un support. Et j'ai vu que des hommes, et j'ai vu des types qui avaient vraiment le physique ingénieur. Alors je sais, je fais de la discrimination, il existe peut-être des nymphètes déguisées en ingénieurs, mais je pense que ingénieur, c'est pas forcément non plus la meilleure idée, comme un stit, c'est pas forcément la meilleure idée. Un petit détail, un petit bonus là avant de partir, si tu te demandes comment on reconnaît un bullshit job, un métier de merde, parce que j'ai oublié de dire que certains ingénieurs faisaient parfois des métiers de merde au sens où ils n'avaient pas vraiment d'existence, pas vraiment de raison,
Au passage, Thomas Porcher dit que l'enseignement n'est pas un métier de merde, je dirais que c'en est devenu un. Eh bien, le bullshit job, tu le reconnais facilement au fait que tu ne peux pas le donner son nom, autrement que par un mot unique. Il te faut une phrase, par exemple, coordinateur des flux réseau dans l'entreprise décentralisée. Des boulots qui seront sans doute disparus dans 10 ans et qui créent en plus le fait de l'impression de ne pas avoir de sens. Voilà, on se retrouve très bientôt. N'hésite pas à commenter que d'habitude. C'est l'heure d'aller au dodo. Bonne nuit. C'était JF de Sentier du Bonheur.